Pour ce 6e épisode de Civis, on va recevoir Audrey Pulvar, ancienne journaliste et actuelle militante écologiste. On va pouvoir aborder avec elle les questions de transition écologique, les questions qui se posent également autour de son ancien métier, donc du journalisme et des nouvelles formes de journalisme en France à l'heure actuelle. On va aussi parler avec elle de son engagement pour Paris en commun. C'est le mouvement d'Anne Hidalgo pour la campagne de mars 2020 pour la mairie de Paris, dont Audrey Pulvar est porte-parole. Donc on va aborder avec elle le processus de son engagement, qu'est-ce qui l'a poussé à s'engager avec Anne Hidalgo, etc. Donc nous espérons que cette interview vous plaira. Audrey Pulvar, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne journaliste, activiste pour le climat. Vous êtes une ancienne présentatrice de télévision. Vous avez été chroniqueuse à On n'est pas couché. Vous avez aussi été présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, aussi appelée Fondation Nicolas Hulot. Vous avez quitté l'année dernière. Actuellement, vous êtes candidate Paris en commun pour l'arrondissement des Paris-Centre. Alors avec Civis, on essaye d'axer sur la question de l'engagement citoyen. Et donc moi, pour lancer l'interview, je vais vous demander quelle est votre définition de l'engagement citoyen. Vous vous engagez en politique maintenant. Donc, comment est-ce que vous définissez votre engagement et l'engagement citoyen en général ? Alors moi j'ai la sensation ou la prétention, appelez ça comme vous voulez, d'avoir été une citoyenne engagée avant mon engagement politique. Pour répondre à votre question sur l'engagement citoyen, je pense que c'est être un citoyen engagé, c'est être éveillé en fait. C'est être sur le qui-vive et ne pas se laisser endormir par le train-train du quotidien, les contraintes de la vie au jour le jour. On ne se laisse pas forcément endormir par paresse intellectuelle. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais le fait d'être engagé, ça veut dire qu'on reste, on reste sur le qui-vive. On n'est pas dupe des choses qui ne vont pas dans la société dans laquelle on vit. Et on essaie par sa petite action individuelle ou plus grande si elle est collective, de changer le cours des choses. Et donc on se met au service de l'intérêt général. Vous avez longtemps été journaliste, c'est quoi votre... aujourd'hui il y a quand même une grosse critique des journalistes partout en France, enfin pas forcément partout, mais une contestation du métier de journaliste qui est assez forte. C'est quoi votre avis sur le rôle du journalisme en France en 2019 et qu'est-ce que vous pensez des travers qu'on leur reproche, comme le fait de ne pas être objectif, etc. Les journalistes ont toujours été très critiqués depuis l'apparition du journalisme, depuis la Gazette de Théophraste Rondeau. Moi j'ai commencé ce métier au début des années 90 et déjà il y avait des sondages régulièrement qui étaient publiés sur le manque de confiance de la population à l'égard des journalistes. Ça s'est aggravé très clairement. C'est pour ça que je vous pose la question. Moi je pense que le journalisme a été ébranlé et emporté par un mouvement très fort avec l'arrivée des nouvelles technologies, des médias sur Internet, etc. Enfin, on a quand même changé de modèle en une petite vingtaine, mais vraiment une petite quinzaine d'années. On est passé d'un modèle où la presse, c'était la presse écrite qu'on allait acheter le matin au kiosque, la radio qu'on écoutait, quelques grandes stations de radio qu'on écoutait, en France comme ailleurs dans le monde, et puis quelques grandes chaînes, quelques grands médias généralistes installés, qu'on comptait sur les doigts d'une main et sur lesquels le soir tout le monde se rassemblait pour regarder la grande édition du soir, que ce soit à 19h, que ce soit à 20h en France, que ce soit à 22h ou 23h dans d'autres pays. Tout ça a explosé ces 15 dernières années. Déjà, il y a quelque chose qui est fondamental dans le rapport entre le citoyen et l'information et qui donc conditionne la façon dont les journalistes sont adaptés à cette nouvelle donne, c'est qu'on ne va plus chercher l'information, elle vient à vous. C'est-à-dire que, vous êtes peut-être un peu jeune et je ne vous souvenez pas de cette époque où le matin on passait au kiosque, soit dans le métro, soit en bas de la rue, acheter son journal. On allait chercher l'information. On avait écouté la radio, mais on allait chercher l'information. Et là, on avait un journal qu'on feuilletait avec une proposition de la rédaction qu'il avait composée, où on allait chercher, comme d'habitude, les 5 infos de la journée, c'est-à-dire l'info météo, l'info sociale, l'info politique, l'info économique, et puis peut-être un peu de sport ou de
de faits de société, mais on avait une proposition de la part d'une rédaction, et donc en feuilletant son journal, forcément on avait l'œil attiré par tel ou tel article. Aujourd'hui, c'est complètement différent, on ne va plus chercher l'information, elle vient jusqu'à vous. Elle arrive en notification push sur vos téléphones. Donc ça réduit énormément le champ visuel et le champ des possibles pour le rapport entre le journaliste et celui qui recherche cette information. Et en même temps, ça nivelle. On a l'impression que toutes les informations se valent finalement. Et il n'y a plus cette hiérarchie que vous trouvez, ça s'appelle comme ça, la hiérarchisation de l'info, que vous trouvez dans un journal, qu'il soit maintenant radio, télé ou presse écrite. Donc ça a énormément changé. Il a fallu que les médias s'adaptent, que ce soit la radio, la télé, la presse écrite, qu'ils s'adaptent à la nouvelle offre sur Internet. Pendant longtemps, on n'a pas eu de modèle viable pour les journaux sur Internet. Ensuite, il a fallu s'adapter à l'arrivée des réseaux sociaux, avec tout ce que ça comporte comme opportunités positives et comme opportunités négatives. Et face à ça, je trouve que le métier a été un peu déstabilisé, a fait des erreurs, a commis des erreurs. Bon. Personnellement, je jette la pierre à personne, mais si j'ai quitté le journalisme, qui est quand même le métier que j'ai choisi quand j'avais 11-12 ans, et qui était le métier que je voulais faire plus que tout au monde, c'est parce que je ne m'y sentais plus à mon aise. Je ne me sentais plus en phase avec la façon dont le métier a évolué. Et plutôt que de me dire que j'avais raison et tous les autres torts, j'ai préféré faire un pas de côté, parce que je ne me sentais plus adaptée à la façon dont ce métier a évolué. C'est-à-dire l'instantanéité L'instantanéité permanente et qui peut être mortifère parce que fatalement elle implique nombre d'erreurs plus importants, la course à la petite phrase. Alors la presse écrite c'est particulier parce que la presse écrite est restée vraiment un espace de traitement de fond de l'information, de long papier, de long format, etc. Maintenant il y a les podcasts qui prennent un peu le relais aussi, mais que ce soit en radio, que ce soit en télé et que ce soit sur le service public ou que ce soit sur les chaînes info qu'on a beaucoup diabolisé, le traitement de l'information a quand même beaucoup changé. À mon sens, c'est appauvri. Et aujourd'hui, ce qui est considéré comme de la bonne télé ou de la bonne radio, qui consiste à mettre face à face 2 ou 4 personnes qui pensent radicalement de façon opposée sur un sujet bien clivant, de lancer une pièce en l'air et d'attendre de voir comment ils se battent pour la rattraper, je trouve que c'est un peu restreint comme champ d'exploration de ce métier. Il y a, par rapport à la critique des journalistes, etc., avec le mouvement des Gilets jaunes aussi particulièrement, il y a une nouvelle forme de journalisme qui s'est développée, dont on ne parle pas forcément. Militant. Et un peu plus militant, je ne sais pas, mais qui est une nouvelle forme de façon de faire, c'est celle que fait Brut, par exemple, avec les reportages qui sont filmés en direct et sans coupure, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire ? Est-ce que vous avez dit que vous avez quitté parce que vous ne sentiez plus ? Est-ce que ça vous... Est-ce que ça se rapproche plus de votre façon de faire du journalisme ? Je pense que c'est... Alors, Brut, il y a différents formats. Les formats de Brut bien sûr, sur les réseaux. Je parle vraiment du format de reportage sans montage, etc. Moi, ça va peut-être paraître old school, mais je reste sur l'idée que la valeur ajoutée du journaliste par rapport au citoyen lambda qui est témoin d'un événement dans la rue, c'est que le journaliste met les choses en perspective. Il recontextualise, il apporte de la profondeur de champ, il apporte de la réflexion, parce que justement l'image brute est sujette à diverses interprétations. Et il ne suffit pas, parce que ça aussi ça fait partie des choses qui sont apparues là, dans les 20 dernières années, c'est que brusquement on a déclaré que tout le monde pourrait être journaliste avec son téléphone intelligent. Sauf que c'est pas vrai, il suffit pas de filmer une scène pour être journaliste. On filme une scène, mais il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, qu'on contextualise ce que produisent ces images. Et par ailleurs, et donc ça, si ce n'est pas fait, à mon sens, il manque quelque chose qui relève du métier et de la responsabilité éditoriale du journaliste. Et par ailleurs, l'autre risque dans ce type d'exposition, c'est le fait de mettre à disposition du grand public des images justement brutes, sans aucun filtre, et donc vous vous exposez à ce que n'importe quoi se passe en réalité. Et je ne suis pas sûre, même si j'ai la religion du direct, moi j'ai fait en 25 ans, j'aime le direct, mais le direct ça ne veut pas dire tout montrer instantanément.
Parce que sinon, c'est pas la peine qu'on ait des journalistes. On met juste des caméras de vidéosurveillance ou une caméra au coin de la rue, on la laisse tourner et puis on balance comme ça. Mais ça fait pas une info. Et en plus, encore une fois, vous vous exposez à ce que tout et n'importe quoi se produise à l'antenne. Et moi, ça me dérangerait beaucoup de voir quelqu'un se trancher la gorge en direct. Ou voilà. Bien sûr. Mais bien sûr. Alors, mais du coup, il y a toujours la question du traitement par les journalistes de l'information. Est-ce que, et on a souvent aussi reproché, vous avez parlé de journalistes militants, aux journalistes de ne pas être objectifs, d'être... les gens regardent plus la télé, ne regardent plus BFM parce qu'ils mentaient sur les chiffres des manifestations et des exemples comme ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut être journaliste et objectif ? C'est aussi un reproche qu'on vous a fait à vous. Oui, mais sans jamais me démontrer que je ne l'avais pas été. En même temps. Sans jamais m'avoir démontré que je ne l'avais pas été. Non, objectif, je ne sais pas si objectif c'est le mot, mais en tout cas équilibré et neutre, ça doit être, à mon sens, l'objectif justement de tous les journalistes. Quand des personnes, des vidéastes tournent des scènes par exemple en marge des manifestations, dans les manifestations qui sont très choquantes et qui font un travail après de journalistes d'enquête sur ces images-là, etc. Et une restitution, c'est un travail militant qui a de la valeur, qui a son importance, qui a sa nécessité, qui participe au débat public. Et je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, il faut le faire. Mais personnellement, je ne considère pas que ce soit du journalisme au sens où on m'a appris ce qu'était le journalisme. Et justement, a priori, le journaliste est censé, surtout quand il travaille dans un média généraliste, est censé être un simple médiateur entre un émetteur d'une information et un récepteur d'une information. Et son boulot, c'est de faire en sorte que, entre l'émetteur et le récepteur de l'information, cette information soit la moins distordue possible et qu'elle soit restituée de la façon la plus pédagogique et la plus équilibrée, la plus neutre possible. Donc, c'est ce qu'on appelle l'objectivité. Ça a toujours été mon objectif pendant mon métier de journaliste, et c'est aussi pour ça que quand je suis devenue présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, j'ai quitté ce métier parce que j'estimais qu'à la Fondation, j'allais défendre des propositions politiques et engagées politiquement, et que ce n'était plus compatible avec l'exercice neutre et équilibré de mon métier. Alors justement, sur la Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est un engagement écolo que vous reprenez, que vous définissez comme activiste écologiste. Qu'est-ce que c'est c'est une question que je pose généralement à tous mes invités. Qu'est-ce que c'est la première chose à faire selon vous pour enclencher la transition écologique ? Si vous dites transition écologique déjà. Il y en a tellement. Déjà, la première des choses à faire, c'est de se poser la question de son propre impact, de son impact individuel sur l'environnement, sur l'écosystème. Avant même de se poser des questions sur le plan mondial, géostratégique, etc. Quel est mon impact de citoyenne et de citoyen ? Et comment je peux réduire mon empreinte, déjà ? Et puis après, il y a, et je vais y revenir en détail, mais après, il y a effectivement l'engagement dans des ONG, l'engagement politique, le fait de porter un plaidoyer, tout ça. Mais déjà, au niveau individuel, si on reprend l'image de Pierre Rabhi sur le colibri, que puis-je faire à titre individuel ? Et c'est une question qu'on me pose 100 fois par jour. Mais ce que je peux faire, il y a évidemment plein de compartiments dans nos vies quotidiennes sur lesquels on peut faire des progrès. On peut déjà avoir un régime alimentaire moins carné et moins riche en protéines. Je ne dis pas qu'il ne faille pas du tout manger de viande ou du tout manger de poisson, enfin de protéines animales, œufs, fromage, etc. Mais on peut juste en manger moins et de meilleure qualité. Peut-être ne pas en manger à tous les repas, en manger à un repas sur 3 ou un repas par semaine ou 2 repas par semaine, mais de meilleure qualité. Et de préférence des produits français, produits dans des conditions les plus vertueuses possibles. Ensuite, il y a la question des économies d'énergie. Alors là, on a besoin souvent de l'aide de l'État pour faire en sorte que son logement soit mieux isolé. On peut se poser la question de l'utilité de laisser beaucoup de lumière allumée chez soi. On peut éteindre sa smartbox le matin. Même ce qui ressort en fait le problème. Rien n'est minime. Mais ça, même si tout le monde le faisait en France, même si quasiment tout le monde le faisait dans le monde, ça serait... ça suffirait pas. Non, mais commençons par ça. Bien sûr, je sais bien. Mais l'action climatique, c'est pas l'action des citoyens. Ce n'est pas seulement l'action des citoyens. C'est ça. C'est aussi beaucoup l'action des citoyens. Je vous parlais du régime alimentaire, de l'énergie. Il y a la question de notre consommation.
Et le fait d'acheter moins de produits, en général, d'acheter moins de textiles, qui est un des secteurs les plus polluants et les plus émetteurs de gaz à effet de serre, de réutiliser, de recycler, de donner, de prêter s'il le faut, enfin, d'être dans une conception plus circulaire et plus économe de nos consommations au quotidien de produits. Éviter évidemment le gaspillage alimentaire. Tout ça, c'est des éléments importants. Après, les autres gros postes, c'est les questions de mobilité. Donc, c'est le transport du quotidien. Évidemment, en ville, quand même 80% des Français qui habitent en ville, on évite la voiture individuelle en autosolisme. Bon, après, il y a plein, je pourrais vous en parler pendant 2 heures, le covoiturage, l'autopartage, etc. Il y a la question aussi des mobilités en avion. Il faut évidemment privilégier le train que l'avion, etc. Tout ça, c'est des compartiments de nos vies quotidiennes sur lesquels on peut faire énormément en tant que citoyenne et citoyen. Et si déjà on faisait ça, ce serait déjà pas mal. Par exemple, arrêter de participer au Black Friday, ça c'est déjà un élément très fort. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut une redéfinition du système. Et moi, souvent quand j'interviens sur ces sujets-là, je dis que chacun fait sa part. Le citoyen doit faire sa part à 3 titres. Il est citoyen, il est consommateur, il est électeur. Donc c'est des super pouvoirs à chaque fois. Donc le citoyen a une responsabilité, l'entreprise a une responsabilité d'éco-conception, de moindre gaspillage, de réflexion sur son impact sur l'environnement. La collectivité locale a des responsabilités en matière de création d'emplois de proximité, d'aide à l'économie sociale et solidaire, d'aménagement du territoire, etc. Et puis évidemment, il y a les gouvernements et les États. Alors c'est là que ça pêche en fait. Parce que les citoyens, de plus en plus dans le monde entier, et dans nos sociétés modernes, développées, qui participent beaucoup à la combustion générale, les citoyens sont de plus en plus informés, concernés et volontaires pour essayer de changer les choses à leur niveau. Les collectivités locales sont très impliquées parce que souvent pour elles, il y a un enjeu d'attractivité, d'emploi, de durabilité. Les entreprises petites, moyennes et grandes commencent vraiment à s'intéresser à ces sujets-là. Pour les grandes entreprises, c'est évidemment plus facile parce qu'elles ont des services dédiés, etc. Mais il y a pour elles un enjeu d'image et puis aussi un enjeu de responsabilité vis-à-vis de leurs propres salariés, vis-à-vis de leurs clients, etc. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment l'implication et l'action des États et des gouvernements. Et donc, imaginons on va parler de Paris après, mais imaginons que vous soyez président de la République. Qu'est-ce que c'est la première action que je sais pas, commissaire européen, qu'est-ce que c'est la première action qui vous semble importante pour enclencher la transition écologique? Pour moi, les deux, si on parle de la France, alors je ne j'ai pas du tout l'intention de devenir président de la République, mais les deux principaux sujets sur lesquels les deux principaux leviers sur lesquels il faut agir immédiatement, c'est l'efficacité énergétique du bâtiment, donc la rénovation du bâti déjà existant et la mise aux normes du bâti à venir, et la question des mobilités, c'est-à-dire faire en sorte que les citoyens sur l'ensemble du territoire aient le choix, qu'ils soient citadins, qu'ils soient périurbains ou qu'ils soient ruraux, qu'ils aient le choix entre différents modes de transport les moins polluants possibles. Après, si, bien qu'ayant le choix, ils décident quand même d'utiliser leur véhicule individuel, c'est un choix personnel qu'on peut respecter, mais qu'au moins les gens aient le choix. Parce que partout sur les territoires, il y a des citoyens, des citoyennes qui voudraient pouvoir se déplacer à vélo, en covoiturage, en autopartage, en train, avec des bus, avec des dessertes efficaces, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas tout ça à leur disposition et qui n'ont que leur véhicule pour se déplacer. Donc ça c'est pour moi vraiment les deux axes majeurs. La question de la mobilité, la question de l'efficacité énergétique, et puis le troisième gros pôle, c'est la question du système agricole et de l'alimentation. Faire en sorte qu'il y ait une alimentation de qualité, éco-responsable pour tous. C'est meilleur pour les agriculteurs, c'est meilleur pour l'environnement et c'est meilleur pour les consommateurs. Alors maintenant, avant qu'on parle de vos propositions pour Paris, etc., moi j'avais une question, c'est que vous êtes une personnalité, comme je dis, vous avez été chroniqueuse à On n'est pas couché, une grande partie des Français vous connaissent, voient qui vous êtes, et là vous allez vous présenter en tant que numéro 2 sur une liste d'arrondissements dans Paris. Est-ce que, après avoir été porté
une parole qu'on peut considérer comme étant politique à la télé, avoir été présidente d'une association, vous n'avez pas l'impression que ce que vous allez faire va avoir moins d'impact sur la vie des gens? C'est compliqué comme question, c'est différent. Mais... Non, c'est pas compliqué. C'est différent. Moi, en tant que journaliste, j'étais une journaliste politique, c'est-à-dire que l'essentiel de mon activité pendant 25 ans, ça a été d'interviewer des hommes et des femmes politiques, des responsables du monde économique, etc. Mais je ne portais pas d'idées politiques à la télévision. Il y a eu la période où on n'est pas couché, ça a duré une saison où effectivement il fallait éditorialiser les choses. Ça n'a duré qu'une saison et à l'époque j'étais plus éditorialiste, mais l'essentiel de ma carrière, ça a été avant et après on n'est pas couché, c'était une carrière de journaliste politique. Donc je ne portais pas un discours politique. Et j'ai tendance à être assez modeste quant à l'impact du travail de chaque journaliste sur la bonne marche de la société. Donc j'étais au service de mon métier, le métier de journaliste, pour lequel j'ai énormément de respect. J'étais engagée par ailleurs évidemment sur les questions féministes, sur les questions d'égalité des droits, de justice sociale, de lutte contre les discriminations. J'ai fait énormément de choses en bénévole avec beaucoup d'associations et d'ONG pendant tout ce temps-là. Après, à la Fondation, effectivement, et depuis donc 2 ans et demi, j'ai quitté le métier de journaliste. Je suis beaucoup plus impliquée sur un plan politique, mais au sens de l'implication citoyenne, justement, pas forcément au sens partisan du mot politique. Maintenant, si les Parisiennes et les Parisiens nous font confiance et me permettent de devenir conseillère de Paris, réélisent Anne Hidalgo à la tête de la capitale, j'aurai la possibilité de vraiment être dans le concret. Dans le concret de la vie des gens et de porter des idées, de porter des mesures qui on l'espère, changent en mieux la vie des gens. Alors, c'est différent, si vous voulez, comme levier d'action, c'est différent. Ouais. Toujours pour rester sur votre notoriété, pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans Paris en commun? Pourquoi est-ce que, par exemple, vous n'avez pas lancé votre mouvement à vous, même que ce soit pour Paris, etc. Pourquoi Paris en commun, en fait? Parce que j'avais pas spécialement l'intention de me lancer en politique. D'ailleurs, j'ai encore un peu de mal à me présenter comme une femme politique. Au départ, j'étais surtout... quand j'ai pris cette décision, c'était surtout pour soutenir Anne Hidalgo et participer à mon petit niveau à la réélection d'Anne Hidalgo. C'est ça l'objectif. Pourquoi ? Pas seulement parce que j'ai de l'affection et de l'amitié et de l'admiration pour Anne Hidalgo, mais parce que je pense que vraiment tout ce qu'elle a commencé dans ce premier mandat, il faut absolument le continuer, l'amplifier, et que lui donner un deuxième mandat pour le faire, c'est nécessaire. C'est mon point de vue. Donc moi, j'étais à sa disposition pour mettre ma notoriété, mon énergie, ma force de conviction éventuellement à sa disposition. Je n'avais pas spécialement l'intention de m'engager sur une liste. On en a discuté longuement, pas qu'avec elle, mais aussi avec des gens de son entourage, avec des gens que je connais, etc. Ils ont su me convaincre que là où je serais le plus utile, ce serait effectivement sur une liste éventuellement élue, donc éventuellement conseillère de Paris. Et puis, donc voilà, j'y vais dans cet état d'esprit-là. Et comme je pense que Anne est la meilleure personne pour Paris, pour la prochaine mandature, il ne m'est absolument pas venu à l'esprit l'idée de créer mon propre mouvement. Alors, pas du tout tempérament macroniste, je suis pas du tout. Imaginons que vous soyez élu, comment est-ce que vous appréhendez la philosophie des 6 prochaines années, parce qu'un mandat municipal dure 6 ans. Est-ce qu'on est sur une révolution de la ville ou, comme vous l'avez dit, sur une poursuite de ce qui a déjà été enclenché? C'est quoi la philosophie Alors, ce qui a été enclenché, c'était déjà une forme de révolution, donc il va falloir aller plus loin et plus fort. Déjà, mettre en œuvre l'interdiction des véhicules diesel à Paris, de tout type de véhicules diesel à Paris à partir de 2024 et de tout moteur thermique, c'est-à-dire moteur à essence ou gaz à partir de 2030, eh bien ça va être déjà une grosse bataille. Donc ça c'est important. Ensuite il faut poursuivre tous les efforts qui ont été faits sur le logement social, le logement intermédiaire, sur le nombre de places de crèches. Paris est devenu la première ville de France en nombre, pour le ratio places de crèche habitants, mais
Ce n'est toujours pas suffisant. Il faut continuer sur les questions de lien social, de justice sociale également pour l'ensemble des habitants de la ville. Les liens de la ville avec ses voisins et voisines, la ville dans l'Île-de-France, dans le Grand Paris. Il y a énormément de choses à faire et à amplifier. Donc justement, c'est quoi les principales nécessités que vous, pour ceux pour lesquels vous êtes engagé, c'est quoi les principales Moi, je me suis choses engagée pour me battre contre le diesel. Ça, le diesel. Ça, c'est vraiment mon obsession. Okay. C'est débarrasser Paris du diesel, mais pas que Paris. Bon, après, nous, on est élus qu'à Paris, mais bon, débarrasser Paris des moteurs diesel, que ce soit les plus récents, que ce soit les plus anciens, faire en sorte que les mobilités et le transport soient beaucoup plus inclusif, beaucoup plus fluide, beaucoup plus accueillant pour l'ensemble des Parisiens et des personnes qui visitent ou qui transitent par Paris, évidemment. Parce que j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, moi, mon usage personnel, par exemple, d'une ville comme Paris, je me déplace essentiellement à vélo, en grande partie aussi en transport en commun. Puis vraiment, quand c'est indispensable, il m'arrive de prendre un taxi. Mais je me rends bien compte que je suis une femme en pleine possession de ses moyens physiques. Je n'ai pas d'enfant en bas âge, je n'ai pas de ça. Donc c'est pas compliqué pour moi de faire ça. Mais il suffit qu'on ait un ou deux enfants en bas âge, une poussette, qu'on ait une canne, qu'on soit en fauteuil roulant, etc. Ça devient beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est vraiment un sujet majeur, le sujet de l'inclusivité, de l'accessibilité des transports, couplé avec la diminution de la place de la voiture dans la ville et la sortie du diesel, c'est un sujet majeur. Après, je vous citais quelques sujets à l'instant, qui sont aussi des sujets majeurs et sur lesquels les efforts doivent continuer. La question du logement, la question de l'habitabilité à Paris pour les classes moyennes, il faut poursuivre les efforts qui sont engagés. Et de la même façon que j'ai une petite obsession là contre les diesels, j'ai la même contre Airbnb et tout autre type de plateforme comme celle-là qui détruisent du logement dans les villes. Dans une ville comme Paris, ce sont des dizaines de milliers de mètres carrés qui échappent au parc locatif privé et donc qui échappent à la possibilité pour des ménages de se loger parce qu'ils sont exploités sur des plateformes. On va parler des différentes thématiques du logement, etc. Mais toujours pour rester sur l'engagement écolo à Paris, c'est quoi à part le diesel, qu'est-ce qu'on peut faire pour le périphérique, qui est la plus grande source de pollution à Paris, pour rendre le métro plus écolo, l'air plus écolo. C'est quoi vos propositions par rapport à ça? Alors, j'aimerais beaucoup que la maire de Paris ait la main sur la RATP, mais ce n'est pas le cas. Donc, elle ne décide pas seule, elle ne décide pas de tout sur la question des transports. J'espère que la collaboration avec la direction de la RATP et de la SNCF et du Grand Paris en général et de la région d'Île-de-France sera plus fructueuse pour qu'effectivement on puisse se déplacer, encore une fois, de façon inclusive, moderne, rapide, dans des transports en commun de qualité. Réduire la place de la voiture, elle n'a cessé de le faire entre 2014 et aujourd'hui. On va continuer de le faire, notamment dans Paris Centre, en réduisant de façon très très forte la possibilité de passer en transit dans Paris Centre. Et puis après, il faut continuer les efforts sur tout ce qui est végétalisation, création de zones de captation de chaleur, de zones apaisées, sur tout ce qui est la restitution de l'espace public aux piétons. Parce que quand même 80% des déplacements dans Paris sont des déplacements piétons. Et donc, il y a des efforts qui ont été fournis pendant le premier mandat et qu'il faut évidemment amplifier dans le second mandat. Justement, vous présentez à Paris Centre et une des mesures que moi j'ai notées, etc., de Daniel Go, c'est la piétonisation des 4 premiers arrondissements de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler de ça et pourquoi est-ce que... c'est quoi la logique derrière? Comment est-ce qu'on explique le fait de vouloir rendre la ville aux piétons alors que la voiture a caractérisé le déplacement pendant mais ça, de très longues années? Bah oui, mais justement. Voilà. Mais justement, je vous disais que 80% des déplacements à Paris sont des déplacements piétons. La voiture à Paris, c'est 12% des déplacements. Ça va être encore un peu moins d'ailleurs parce que ça baisse, mais 50% de l'espace utilisé. C'est quand même délirant. Donc il est évident qu'il faut poursuivre la restitution de l'espace public aux piétons et à ce qu'on appelle les mobilités actives, c'est-à-dire notamment le vélo, la trottinette, dans les couloirs prévus pour ça évidemment et pas sur les trottoirs. Et d'ailleurs la marche à pied est aussi une mobilité active. Mais
Alors, le projet sur Paris-Centre n'est pas tout à fait une piétonisation, même si, bon, ce mot-là n'existe pas en français en fait, hein, mais on l'utilise tous. C'est pas une piétonisation au sens où on l'a entendu sur les voies sur berge, par exemple, qui sont maintenant des voies entièrement piétonnes et ouvertes aux autres mobilités actives, mais un véhicule à moteur n'a rien à faire sur les voies, que ce soit un deux roues motorisé, même électrique, n'a rien à faire sur les voies sur berge aujourd'hui, enfin sur la partie qui a été piétonisée. Les seuls véhicules à moteur qui peuvent circuler là sont les véhicules de secours, évidemment. Donc, c'est pas tout à fait... Le projet n'est pas de faire du 1, 2, 3, 4 une zone totalement interdite aux voitures. Mais le projet, c'est d'interdire cette zone du 1, 2, 3, 4 aux circulations de transit. C'est-à-dire les gens qui traversent, en plus maintenant avec les applications, je ne veux pas faire de pub à Waze, mais par exemple, vous avez toutes sortes de circulations dans ces arrondissements, dans cet arrondissement de Paris-Centre, qui est très biscornu, avec beaucoup de petites rues, etc. Eh bien, les logiciels de circulation privilégient ces itinéraires parce que souvent c'est moins encombré, etc. Sauf que ça provoque des nouvelles pollutions, de nouveaux embouteillages, etc. Donc la circulation, l'objectif c'est de supprimer la circulation de transit et de privilégier le stationnement pour ceux qui voudraient venir, qui n'habitent pas dans le centre, qui voudraient venir faire des courses, manger au restaurant, prendre un café, etc. et qui viennent quand même en voiture, parce que bon, on pourra toujours y circuler à vélo, à pied, en bus, etc. Eh bien, les inciter à garer aux entrées de Paris-Centre dans des parkings souterrains. Le stationnement en surface sera réservé aux riverains qui habitent là et qui ont un véhicule, et puis évidemment aux professionnels, livreurs, etc. etc. On pourra toujours circuler en taxi hybride. On n'est pas sûr... ou les moins polluants possibles dans le centre. D'accord, mais parce qu'on n'est vraiment pas... Quand j'avais lu piétonisation, j'ai pensé au centre de Lille, au centre de villes comme Montpellier, etc., qui sont totalement piétonisées. Alors, il y aura de toute façon, il y a déjà beaucoup de rues qui ont été restituées entièrement aux piétons, et pas seulement dans Paris-Centre, et ça, c'est aussi une conséquence de la consultation citoyenne, c'est-à-dire tout ce qui est conseil de quartier, budget participatif, etc. Il y a énormément de demandes de la part des Parisiens et des Parisiennes de restitution de l'espace public à 100% aux piétons, et il y a beaucoup de rues qui ont été piétonisées, pour reprendre ce néologisme. Donc là, dans le projet 1, 2, 3, 4, il y aura encore plus de rues, effectivement encore plus d'espace, notamment devant les écoles, qui seront entièrement dédiés aux piétons et sur lesquels il ne sera absolument pas possible de circuler. Mais, pour le moment en tout cas, ça peut changer, mais pour le moment en tout cas, le projet, c'est que le Paris-Centre, donc 1, 2, 3, 4 aujourd'hui, mais qui ne sera plus qu'un seul arrondissement, soit une zone dans laquelle on circule peu en voiture individuelle, dans laquelle on ne circule en voiture individuelle que s'il y a une nécessité absolue pour cela, et où par ailleurs l'ensemble des autres mobilités sont encouragées. Donc de toute façon, ça va être une zone où il sera très compliqué de circuler avec une voiture. Il va falloir avoir une très bonne raison pour cela et pouvoir démontrer cette bonne raison pour cela. Mais pour autant, ça ne sera pas un endroit où la voiture sera totalement bannie. D'accord, alors on reste en tout cas, en l'état actuel de la proposition. Après, les choses peuvent s'affiner. Parce que le programme n'est pas fini. Le programme, on est en train de l'affiner. Alors, le programme, parce que là, ça concerne évidemment Paris-Centre, mais c'est une décision qui émanera de la candidature d'Anne Hidalgo, et donc le programme d'Anne Hidalgo est en train d'être affiné. Donc là, on est en début décembre, et il y a encore des choses qui vont se préciser d'ici sa déclaration de candidature. Alors toujours pour rester, j'ai parlé du périphérique tout à l'heure, toujours pour rester sur la question de la voiture, on a reçu Gaspard Ganzer il y a, au début de Civis, et il propose la suppression du périphérique. Je ne vous demande pas de commenter sa proposition, mais qu'est-ce que vous proposez justement pour répondre aux problématiques du périphérique, et déjà, pourquoi est-ce qu'on veut toucher au périphérique ? Parce que c'est une source de pollution sonore, une source de pollution de l'air majeure, évidemment. Après, si vous voulez, il faut voir les choses de façon globale. Si vous rendez la circulation en véhicule individuel extrêmement difficile à Paris, forcément vous réduisez le flux de véhicules et vous le réduisez aussi à terme sur le périphérique.
Pareil, la réflexion elle n'est pas encore totalement aboutie sur cette question-là, mais il est évidemment question de réaménager le périphérique de façon à réduire la circulation sur le périphérique, réduire la vitesse de la circulation sur le périphérique, réduire la circulation sur le périphérique, mais encore une fois, ça relève d'une vue plus large et pas uniquement centrée sur le périphérique, mais de la question de la voiture à Paris. L'objectif étant, ça c'est clair, de décourager. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein d'études qui le démontrent. L'essentiel des déplacements en voiture à Paris intramuros, non seulement sont des déplacements de moins de 5 km, voire de moins de 3 km. Donc là, franchement, je pense qu'on peut faire différemment, surtout dans une ville comme Paris. Et puis, les conducteurs des véhicules sont souvent des autosolistes, et ce sont souvent des hommes plutôt bien installés dans la vie, je veux dire, qui ont des revenus confortables. On n'a rien contre, contre les hommes seuls dans leur voiture avec des revenus confortables, mais ce n'est pas tout à fait l'image du banlieusard qui est obligé de faire 35 km tous les jours et qui a une voiture diesel qui pollue, etc. etc. On est loin de ça. Ça existe, évidemment, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais la majorité des transports intramuros à Paris aujourd'hui en voiture individuelle, à partir du moment où vous retirez les professionnels, c'est-à-dire les taxis, les livraisons, etc., les artisans et tout, mais ce sont des Parisiens et des Parisiennes qui pourraient faire autrement. Donc il va falloir qu'ils fassent un petit effort. Est-ce que pour permettre, pour forcer, pour inciter au changement, est-ce que la gratuité des transports c'est une solution ? Ça fait partie des solutions qui sont étudiées. Anne Hidalgo avait lancé d'ailleurs une étude sur ce sujet. Ça fait partie des choses pareil, des propositions qu'on va arbitrer. Moi, je pense que il y a déjà beaucoup de gratuité sur les transports. Les transports à Paris depuis le mandat d'Anne Hidalgo sont gratuits pour les moins de 11 ans, sont gratuits pour les mineurs handicapés, enfin les jeunes adultes handicapés, parce que je crois que c'est jusqu'à 20 ans, sont gratuits pour les seniors au-delà de 60 ans, si je ne m'abuse, sous condition de ressources. Donc il y a déjà beaucoup de gratuité, c'est moitié prix pour les collégiens et les lycéens, l'abonnement Vélib des collégiens et lycéens est pris en charge par la ville de Paris, donc il y a déjà beaucoup qui est fait en ce sens, et je pense que la gratuité, oui, c'est un objectif qui... c'est un dispositif qui a prouvé son efficacité dans d'autres villes. Ça soulève un certain nombre de questions sur le financement, sur la façon dont... parce que Paris, c'est toujours un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent très bien ailleurs, mais qui, quand elles sont installées à Paris, marchent moins bien, parce que le Parisien n'est pas forcément aussi civique que d'autres citoyennes et citoyens. Donc peut-être que ce qui marche, regardez, quand il a fallu, alors ça c'était il y a un certain temps, mais quand il a fallu instaurer l'interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les cafés, dans les restaurants, Paris, ça a été quand même une ville où faire observer cette interdiction a été extrêmement difficile. Vous vous baladez, vous êtes piéton, vous vous baladez à Paris et vous devez traverser la rue. Dans 99% des cas, la voiture à Paris ne vous laissera pas passer, alors que c'est quand même le code de la route, surtout si vous êtes sur un passage piéton, elle doit s'arrêter pour vous laisser passer. Vous partez à 30 km de Paris, les gens se comportent autrement. Donc il faut aussi réfléchir à cette tendance parfois des Parisiennes et Parisiennes à être un peu moins civiques que d'autres. Qu'est-ce que, plus forcément uniquement sur la question écologique, mais tout à l'heure j'ai parlé de transformation radicale de Paris, est-ce que c'était ça votre philosophie ? Est-ce qu'il y a des grands projets de changement de la ville, comme la piétonisation des berges, c'était ce qu'on peut considérer comme un grand projet. Est-ce qu'il y a des choses similaires qui vont être amenés à voir le jour s'il y a une nouvelle élection? La question de l'alimentation
des Parisiens, l'alimentation vertueuse d'un maximum de Parisiens, c'est-à-dire en produits locaux, de saison, de préférence bio, de haute qualité environnementale, et donc le fait de dynamiser les circuits de proximité et pas les circuits courts, parce qu'un circuit court ça peut être très long, hein. Donc les circuits de proximité entre les fermes d'Île-de-France, les fermes autour de Paris et l'assiette des Parisiens, ça va être quelque chose d'assez important quand même, et d'assez révolutionnaire. Le fait de pouvoir utiliser par exemple les toits de plusieurs grands immeubles, grandes installations, comme par exemple le parc des expositions, pour justement faire de l'agriculture, ça aussi, ça va être quelque chose d'important. La récupération de nombreuses zones qui sont aujourd'hui des zones de circulation automobile, notamment par exemple autour de la Tour Eiffel et en bas du Trocadéro, et pour en faire des espaces publics, des jardins publics, des grands jardins publics dédiés aux piétons, à la nature, à la biodiversité et aux mobilités actives. Tout ça, c'est des projets, les forêts urbaines, tout ça, ce sont des projets qui sont des projets de grande envergure et qui vont vraiment changer le visage de Paris. D'accord. Alors, il y a une autre véritable question que je trouve assez peu abordée. C'est la question des mendiants, des sans domicile fixe à Paris. Je sais que c'est pas uniquement la compétence de la mairie et qu'il y a toujours des... Mais comment est-ce que ça se fait que dans une ville qui soit aussi riche que Paris, alors qu'il y a d'autres villes en France, pas forcément en France, mais d'autres villes du monde qui sont riches, on ne voit pas de son domicile fixe dans la rue. Comment ça se fait que... Parce que j'ai vu des chiffres qui disaient qu'il n'y en avait plus ou que... C'était, ils avaient tous pas des chiffres, mais c'était ce qu'on comprenait dans des déclarations de certains responsables politiques. Non, il y a des responsables politiques qui ont promis qu'il n'y aurait plus de SDF à telle ou telle échéance. Ça n'a pas été le cas d'Anne Hidalgo. Et quand on leur demandait derrière, ils essayaient de chercher à faire comprendre que c'était pas leur responsabilité, c'était les sans domicile fixe qui cherchaient pas à s'abriter. Enfin, bref. Comment est-ce que vous expliquez qu'on est toujours des sans domicile fixe à Paris ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que il y a à peu près 150 000 sans domicile fixe en France, pas qu'à Paris évidemment, sur l'ensemble du territoire. La question du mal logement, qu'on soit SDF, qu'on vive dans une caravane dans la forêt, qu'on dorme dans sa voiture, qu'on soit dans un logement dont on ne paye plus le loyer et dont on est expulsable, qu'on dorme sur le canapé d'un copain ou dans la chambre d'amis de son frère. C'est une question qui touche 12 millions de personnes en France. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions, on considère qu'il y a 3 millions de mal logés en France, mais que ça a un impact sur 12 millions de personnes. Donc c'est un problème qui évidemment dépasse de loin la ville de Paris, mais je réponds à votre question en vous disant qu'il y a déjà énormément, mais il faut toujours faire plus évidemment, qui est fait pour l'hébergement des sans domicile fixe toute l'année et pas seulement pendant la période hivernale. Il y a des haltes qui ont été mises en place dans les mairies pour les SDF, pour les accueillir, et singulièrement pour les femmes SDF. Et il y a des projets solidaires comme ce restaurant qui est installé dans les sous-sols de l'église de la Madeleine, qui sont un dédale incroyable, et un restaurant solidaire qui est installé et qui sert des centaines et des centaines de repas aux sans-abri, aux sans-domicile fixe tous les jours, et ils le savent. Il y a des initiatives qui sont prises d'arrondissement en arrondissement. Ça relève évidemment, prendre le problème complètement, de régler le problème de façon pérenne, relève évidemment aussi de la responsabilité de l'État. Mais je pense qu'il y a beaucoup est déjà fait, et évidemment qu'il faut continuer les efforts pour mettre à l'abri les personnes les plus vulnérables. Après, je ne crois pas qu'on puisse reprocher aux SDF d'être dans la rue de leur propre volonté. C'est évidemment, ça ne relève pas de leur volonté. Ce qui se produit parfois, c'est que les centres d'hébergement sont saturés, ou n'accueillent pas les SDF avec leurs animaux de compagnie, ou ils n'y vont pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont plus en insécurité dans ces centres qu'à l'extérieur. Donc il y a tout un travail qui est fait, mais Paris, sous l'égide d'Anne Hidalgo, a lancé la nuit de la solidarité, qui permet chaque année de recenser entre guillemets le nombre de personnes sans abri, d'essayer de leur trouver des solutions, d'alerter les autorités, notamment la préfecture de police, sur leur situation. Tout ça, c'est
Ce sont des démarches qui sont faites et des dispositifs qui sont mis en place pour essayer de régler le problème au niveau de la mairie avec les ressources de l'hôtel de ville. Mais toujours sur la question de l'hébergement, vous venez de parler, il y a une centralisation des 4 premières mairies d'arrondissement, représentées dans un arrondissement qui sera Paris-Centre. Et du coup, il y a 3 mairies d'arrondissement qui sont vides. Qu'est-ce que c'est ? Non, elles ne seront pas vides du tout. Il y a des tas de projets. Alors déjà, déjà il y a eu des consultations. Oui, mais déjà, il y a eu des consultations citoyennes sur ce sujet. D'accord. Donc la mairie de Paris-Centre, ça va être la mairie du 3e. La mairie de 4e, le bâtiment va être réutilisé pour accueillir des associations, justement toutes sortes de personnes qui s'engagent. Ça va être un lieu de l'engagement citoyen. On en parle ce soir. Donc ça va être un lieu de discussion, une pépinière, un lieu d'hébergement d'associations, un lieu ouvert évidemment au grand public. Donc ça va être une grande maison de l'engagement citoyen. Pour les mairies du 1er et du 2e arrondissement, il y a des consultations qui ont été lancées et au moins une des 2 mairies sera effectivement un centre d'hébergement. Alors soit pour des personnes sans domicile fixe, soit pour accueillir des femmes qui doivent quitter leur domicile en raison des violences qu'elles y subissent, etc. Donc, il y a une réflexion qui est quand même qui sera quand même... C'était vraiment pour savoir. Non, mais je comprends bien. Vous avez parlé de la consultation. La démocratie, c'est quelque chose qui je sens, démocratie participative, avoir un impact, une importance dans les programmes d'Anne Hidalgo et voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter la logique derrière, pourquoi est-ce qu'on veut vraiment faire participer les citoyens, etc. Et ce qui existe déjà, et aussi justement les projets de la mairie pour les 6 années à venir. Ce qui existe déjà et qui marche très bien, qui marche tellement bien que Paris est la ville du monde où ça marche le mieux, c'est le budget participatif. Le fameux budget participatif, donc qui s'est inspiré du modèle élaboré à Porto Alegre au Brésil et qui est devenu une marque d'excellence de la ville de Paris. 10% du budget de la ville, 5% pardon. 5% du budget de la ville passe dans le budget participatif, qui est donc à la disposition, c'est 500 millions d'euros depuis le début de la mandature, à la disposition des Parisiennes et des Parisiens pour financer des projets sur lesquels ils se sont prononcés, qu'ils ont proposés eux-mêmes et qui sont choisis à raison de leur impact, évidemment leur impact bénéfique, par exemple sur la biodiversité ou pour l'atténuation de réchauffement climatique, leur impact en matière de lien social, d'amélioration de la vie des gens. Donc très concrètement, c'est une amélioration d'une cour d'école, c'est la restitution de plusieurs rues aux piétons, la piétonisation totale de plusieurs rues à la demande des habitants, ce sont des projets associatifs qui sont portés, c'est des rénovations de quartiers, tout ça après consultation et choix de projets portés par des citoyens. Il y a des centaines de milliers de Parisiens qui ont participé depuis le début de la mandature à l'exercice du budget participatif et c'est une vraie réussite. Donc évidemment, pas de raison de changer une équipe qui gagne, évidemment ça va continuer. Après vous avez toutes sortes de dispositifs comme les conseils de quartier aussi qui marchent très bien. L'idée étant vraiment de faire en sorte que les Parisiennes et les Parisiens se sentent totalement associés aux grandes décisions qui concernent leur ville et qui concernent leur quotidien. En plus des conseils de quartier et en plus du budget participatif, évidemment, les délibérations du Conseil de Paris sont publiques et sont ouvertes à ceux qui souhaitent y assister. Et les citoyens sont associés à la décision. C'est pour ça que c'est assez injuste de faire le procès à Anne Hidalgo, d'être quelqu'un qui décide sans consulter, parce que la plupart, sinon tous, les grands chantiers lancés depuis le début de la mandature en 2014 l'ont été après concertation des Parisiennes et avec les Parisiennes et les Parisiens, et évidemment avec l'ensemble des forces représentées au Conseil de Paris. Dans cette logique-là, est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin ? Une des revendications qui est ressortie du mouvement des Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Il y a assez peu de représentants politiques qui sont prononcés en sa faveur, mais beaucoup l'ont transformé en disant que oui, ce serait bien, mais pas à l'échelle nationale, à l'échelle locale, ça peut se faire. Donc est-ce que ça vous semble envisageable ? Est-ce que ça vous semble
intéressant de mettre en place un référendum d'initiative citoyenne. Je pense citoyenne. que... Alors là, j'avoue que n'avoir pas spécialement réfléchi à cette question-là, je ne sais pas si il est transposable en l'état. En tout cas, la possibilité pour des villes de faire des référendums, de constituer leur population, elle existe déjà. Je vous parlais des conseils de quartier ou du budget participatif. Il y a aussi le conseil de la jeunesse qui a été mis en place, conseil municipal de la jeunesse, c'est-à-dire des jeunes Parisiens qui peuvent s'impliquer dans la vie de la ville, la vie de la cité dans laquelle ils sont, et délibérer et faire des propositions et faire des vœux qui sont ensuite examinés par le Conseil de Paris. Bon. Après, voilà, sur le RIC, je botte en touche parce que j'ai pas de réponse idoine sur cette question-là. Est-ce que je m'intéresse à l'histoire. L'histoire de Paris, c'est une question des questions sur l'histoire de Paris, c'est des questions que j'avais posées à Gaspard Ganzer déjà. Qu'est-ce que vous choisissez de prendre pour revendiquer dans l'histoire de Paris, et qu'est-ce qui vous inspire dans votre engagement à Paris? C'est bien sûr la période de la Commune, mais je pense qu'on est nombreux à citer ces événements-là. Mais il n'y a pas que ça. Bon, Paris, c'est 1789. Paris, c'est la prise de la Bastille. Paris, c'est voilà, mais c'est aussi la grande période haussmannienne avec le fait de redessiner une capitale. C'est évidemment la Commune de Paris. C'est mai 68. Ça va être aussi fatalement les gilets jaunes. Ce qui s'est passé avec les gilets jaunes va rester dans l'histoire. On s'est même posé la question de savoir s'il aurait vraiment fallu nettoyer les tags sur l'Arc de Triomphe ou s'ils ne faisaient pas partie désormais d'une forme de patrimoine culturel qui aurait dû rester en l'état, parce que ça existe sur des bâtiments publics. Alors peut-être pas des tags comme ceux-là, mais des manifestations de l'histoire qui restent et qui sont entretenues pour ça. Moi, à titre vraiment personnel, ce que je retiens si je devais retenir une date, parce qu'évidemment, il y a énormément de choses, mais si je devais retenir une date, c'est pour moi l'élection de François Mitterrand en 1981. Parce que moi j'étais enfant, j'avais 9-10 ans, j'étais de passage à Paris parce qu'à l'époque j'habitais en Martinique, et en plus j'étais chez une de mes tantes dans une petite chambre de bonne au 8e étage d'un immeuble. Enfin, je sais même pas si ça existe encore, ce genre d'endroit avec la douche dans la cuisine, enfin. Et mais on était à côté de la place de la Bastille, ou du Petit Musc. Et je me souviendrai toujours que le 10 mai 81, au moment de l'élection de François Mitterrand, son visage apparaît sur le petit écran noir et blanc 36 cm qu'on avait, et cri de joie dans l'immeuble, pas seulement dans notre chambre de bonne. Et le téléphone sonne, je vois ma tante qui s'agite, etc. Et elle me dit, viens, on va place de la Bastille. Et moi, je me dis, parce que pour moi, la place de la Bastille, Anne Hidalgo n'était pas encore là. Ouais, la place de la Bastille, c'était un endroit où il y avait beaucoup de voitures qui tournaient dans tous les sens et qui était totalement inaccessible et inhospitalière. Et donc, je me dis, mais pourquoi on va aller à la place de la Bastille? Et on y va, et bon, évidemment, j'ai compris. Et donc, cette soirée-là, elle a été pour moi quelque chose de très, encore une fois, à titre vraiment purement personnel, de très important. D'abord parce que je me suis brusquement rendu compte de ce que la politique pouvait changer dans la vie des gens, en tout cas ce qu'elle pouvait générer comme espoir de changement dans la vie des gens. Parce que c'était un événement historique, la gauche qui est arrivée au pouvoir, Mitterrand, après 23 ans, etc., etc. Et puis, il y a ce fameux orage incroyable qui éclate, qui nous fait tous nous éparpiller, et on remonte donc dans notre chambre de bonne, qui, je vous le rappelle, était au 8e étage, ce qui veut dire que j'ai eu une vue imprenable sur cet orage et sur les toits de Paris, parce que là, pour le coup, on était vraiment en hauteur, et je me souviendrai toujours de cette vision que j'avais à travers la petite lucarne de la cuisine, là, de ce ciel qui, en pleine nuit, était orange et violet, mais vraiment, je n'exagère pas, avec les éclairs, et sur les toits de Paris. C'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. D'accord. Alors, j'ai encore quelques questions. Vous avez parlé de la gauche. Est-ce que vous
définissez comme étant de gauche? Ah oui, complètement. Alors là, s'il y a un critère... C'est ça la question. Ah oui, mais bien sûr. Ah non, mais moi, j'ai pas du tout la gauche honteuse, hein, et je pense qu'il faut surtout pas l'avoir honteuse. Non, moi, je suis une femme de gauche. Je vote écologiste ou socialiste depuis toujours, sauf à 2 reprises au second tour de l'élection présidentielle en 2002 et au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Mais sinon, j'ai toujours voté soit écologiste, soit socialiste. Et pour moi, l'écologie, c'est une proposition politique de gauche, même si aujourd'hui, il y a aussi une écologie de droite. Et je suis avant tout une femme de gauche. Je soutiens la gauche en général. Je veux dire, mon cœur va plutôt vers les écologistes et les socialistes, mais il m'est arrivé d'être dans des événements organisés par le Parti communiste, il m'est arrivé d'être dans des événements organisés par le Front de gauche, bon, un peu moins avec les Insoumis, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Mais je veux dire, je soutiens la gauche, je suis une femme de gauche. Ouais. Ben justement, alors, vous m'avez parlé d'un engagement seulement pour Paris, mais... est-ce que à terme, non mais c'est une question que je pas que j'ai assez de problèmes comme ça. Mais est-ce que il y a personne qui est hégémonique, enfin à gauche, et la question se pose de la représentation, de qui pour voilà. Je dis pas, hein, j'ai parlé de la présidentielle tout à l'heure, c'est pas ça que je cherche à dire, mais est-ce que un engagement national plus tard ou européen, je sais pas, est-ce que Paris c'est une étape, ou est-ce que Paris c'est la fin Alors. Non, c'est pas une fin. J'ai encore beaucoup de choses à faire dans ma vie. Moi, je suis la fille d'un homme politique. D'accord. Je suis la fille d'un homme politique et depuis, je suis née, mon père était déjà un homme politique, c'était un militant très très impliqué et toute sa vie, il a été jusqu'à sa mort, il a été à fond au service des autres, à les défendre, c'est un syndicaliste, un homme politique, un indépendantiste martiniquais, donc la politique, je suis tombée dedans quand j'étais petite, il y avait des discussions politiques chez moi tout le temps et tout ça, mais en tant qu'enfant d'un homme politique, j'ai vécu la difficile vie des enfants de politique, c'est-à-dire d'avoir un père qui n'est jamais là, qui n'est pas votre père, qui est la projection des gens et tout ça, et encore jusqu'à maintenant, je veux dire, des gens qui me reprochent des choses par rapport à l'engagement de mon père et qui me font la leçon par rapport à l'engagement de mon père, et j'ai envie de leur dire, bon, oui. C'est mon père, quoi, donc je suis au courant. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi a été quand même assez difficile, pour mes sœurs et moi, et donc je m'étais toujours dit que je ne m'engagerais pas en politique parce que je ne voudrais pas infliger ça à mes enfants, ou en tout cas pas avant qu'ils soient grands. Je n'ai qu'une fille et elle a rempli grandement ma vie. Mais aujourd'hui elle a 22 ans, donc je me dis je peux peut-être que ça va, elle sera contente que je lui laisse un peu d'air, et donc je peux peut-être me consacrer à la politique. Donc voilà, si vous voulez, moi j'arrive là en me disant tiens, on me dit que je peux être utile, voyons si c'est le cas, et mon seul objectif c'est d'être utile. Je n'ai pas de plan, je suis pas en train de me dire je vais faire ça. Alors déjà il faut être élu, hein. Oui, bien sûr. Il y a ce petit détail là quand même. Mais je suis pas en train de me dire je vais faire ça, puis dans 2 ans je vais faire ça, puis dans 4 ans non, je suis pas du tout là. Je suis premièrement réussir cette élection municipale de 2020, ensuite voir comment je peux être le plus utile possible et remplir la mission qu'on va me confier le mieux possible, et après on verra. Et alors vraiment on verra. 2022, non mais stop. D'accord. Mais ça, c'était... je veux mettre fin de façon immédiate et claire et précise à cette idée qui pourrait germer dans la tête de certaines ou certains. Alors, on a beaucoup critiqué Anne Hidalgo sur des sujets divers et variés, mais parfois des critiques qui étaient assez misogynes, etc. Et malgré tous les progrès de parité, etc., il y a toujours une représentation des femmes en politique qui est assez faible à l'échelle nationale. Si on réfléchit aux femmes politiques que tout le monde connaît, on a Marine Le Pen, peut-être Marlène Schiappa maintenant, et Anne Hidalgo aussi, parce que le maire de Paris, etc. C'est pas sympa pour Martine Aubry. Martine Aubry aussi, oui, je l'ai pas, qui est incontournable. C'était pas une liste exhaustive. Mais comment est-ce que c'est quoi votre explication sur pourquoi il n'y a pas
Pourquoi il n'y a pas Ah bah autant écoutez, de parce femmes que que d'hommes? d'abord parce qu'on est encore dans un système très patriarcal, même si les choses changent, et il ne s'agit pas de nier le fait qu'elles changent et qu'elles s'améliorent, mais enfin on est encore loin du compte. Ensuite parce que, bon alors, vous avez cité un certain nombre de femmes politiques, il y en a eu évidemment beaucoup Oui, d'autres, bien y sûr, mais compris c'était par le vraiment passé. en Je comparaison. pense à quelqu'un comme Simone Veil par exemple, qui a quand même marqué son temps, mais elle n'est pas la seule. Christiane Taubira, ou même une personnalité comme Michèle Alliot-Marie voilà, qui sera pas entrée dans l'histoire, évidemment, comme Simone Veil ou comme Christiane Taubira, mais son parcours politique et le moment où elle arrive en politique et cette anecdote, par exemple, d'un jour où elle arrive, elle est fraîchement élue députée, elle est jeune, hein, elle arrive à l'Assemblée et l'huissier de l'Assemblée lui dit qu'elle ne peut pas entrer en pantalon parce que les femmes doivent être en jupe ou en robe. Et elle Ouais. dit, bah, qu'à cela ne tienne, j'enlève mon pantalon. Et donc finalement on l'a laissé entrer. C'est une anecdote, mais ça dit beaucoup de ce qu'il fallait engager comme combat. Et même si nous ne sommes absolument pas du même bord politique, j'aime à rappeler quand même que Bien sûr. voilà, c'est une Mais femme qui a eu un parcours intéressant, voire pour certains ou certaines inspirant. Mais pourquoi ça ne marche toujours pas? Parce que pendant des années, mis à part des grandes incarnations comme c'est ça, celle-là, justement. comme Simone Veil, les femmes étaient souvent soit absentes, soit cantonnées à des rôles ou des postes assez subalternes. Donc c'est pas étonnant qu'on mette du temps parce que ça, une carrière politique, ça se fait pas en 2 ans. Donc c'est pas étonnant qu'on mette du temps encore aujourd'hui à voir les effets des changements. Mais enfin, tout de même, on a quand même beaucoup plus de femmes dans les gouvernements. Oui. Voilà, que Rachida Dati à l'époque était garde des Sceaux, c'était pas rien. Une femme garde des Sceaux, ça s'était pas beaucoup vu avant. Elisabeth Borne aujourd'hui un périmètre aussi important dans son ministère, c'est pas neutre non plus. Donc voilà, les choses changent, mais elles changent doucement parce qu'on est encore dans une société qui reste très très patriarcale. Après, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point encore aujourd'hui, justement, ces femmes-là sont l'objet d'attaques extrêmement sexistes et d'une violence qui est totalement disproportionnée avec les reproches qui leur sont faits. Et pourquoi on fait des reproches comme ça, misogynes, à tout le monde sauf à Marine Le Pen? Est-ce que vous avez une explication pour ça? Je sais pas, parce qu'il y a tellement d'autres choses à lui reprocher, Oui, en fait. c'est pas faux. Je sais pas. Je sais pas si elle n'a pas de. Je suis pas sûre qu'elle n'ait pas de reproches. Non, elle ouais, doit en avoir sûrement, mais ouais. en comparaison avec d'autres. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle vraiment, on essaie de parler de l'engagement citoyen, etc. Donc moi, ma dernière question, ce sera sur votre engagement à vous. Comment est-ce qu'il s'est construit? Est-ce que vous avez, par quelle lecture, vous avez fait de la télé, quelles émissions vous regardiez, je sais pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes construit citoyenne? Alors moi j'ai écrit 2 livres sur ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Libre comme elle et un autre qui s'appelle Libre et Insoumis, qui raconte justement qui sont les personnalités, femmes et hommes, qui m'ont particulièrement inspirée et qui m'ont aidé à construire ma vision politique, féministe de la société, mais qui m'ont structurée depuis l'âge de mes 12 ans ou 14 ans, pas là récemment. Moi j'ai toujours été très 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 engagée, j'ai toujours été une citoyenne engagée. J'ai toujours été engagée sur les questions, encore une fois, de féminisme, d'égalité des droits, de lutte contre les discriminations faites aux LGBTQI, lutte contre les discriminations faites aux gens en raison de leur religion, de leur couleur de peau, etc. Donc, moi, ce qui s'est passé en 2017, si vous voulez, c'est que j'ai été, non seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, je me sentais plus tout à fait chez moi dans le métier de journaliste, mais en plus, j'ai été vraiment marquée par la façon dont la campagne présidentielle et la campagne législative a été traitée justement par les médias et surtout par le résultat de l'extrême droite. On savait que l'extrême droite serait très très haut, mais qu'au second tour de l'élection présidentielle, plus de 11 millions de personnes, c'est-à-dire 33% à ce moment-là des votes exprimés, se soient portés sur le choix de l'extrême droite en la personne de Marine Le Pen, c'est quelque chose qui m'a vraiment directement et personnellement touchée. Je dis qu'on avait basculé dans une normalisation de l'extrême droite et de ces thèses qui sont toujours aussi racistes, qui sont toujours aussi anti-républicaines, qui sont toujours aussi dangereuses, mais qui étaient au bout
40 années de travail politique, mais 20 années de travail médiatique et de facilité des partis républicains à l'égard du Front National, on est arrivé à ce moment où 11 millions de personnes en conscience veulent porter l'extrême droite au pouvoir. Et tout cela en considérant que Marine Le Pen avait fait un très mauvais débat d'entre-deux tours. Donc si elle avait été un peu meilleure, peut-être que ça aurait été 12 ou 13 millions. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment très fortement interpellée. Et je me suis dit, mais peut-être, au lieu de m'énerver tous les matins devant ma radio, peut-être que je peux faire différemment. Et comme j'étais dans un moment de ma vie où je me posais des questions sur mon métier, etc., je me suis dit, mais l'énergie, la conviction, les idées qui m'animent, peut-être qu'il sera plus efficace de les porter en se mettant au service de l'intérêt général et de la société civile plutôt qu'en restant dans cette position de journaliste qui m'impose, et c'est tout à fait normal, une certaine neutralité. Donc ça a commencé par, entre le premier et le second tour de la présidentielle, le fait que j'ai signé une pétition appelant à voter contre Marine Le Pen, et ensuite, alors j'ai été suspendue immédiatement, donc comme j'étais suspendue, j'en ai profité entre le premier et le second tour pour faire campagne contre Marine Le Pen. J'ai écrit une tribune qui a été publiée dans Le Monde, etc. Et ensuite, très rapidement, après les deux élections, présidentielle et législative, j'ai mis mes actes en conformité avec mes paroles, en démissionnant de mes fonctions de journaliste, en prenant ensuite la présidence bénévole de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Donc je dis ça parce que les gens disent ah oui, mais voilà, le pantouflage, et tout ça. Non, en l'occurrence non. Et voilà, aujourd'hui je continue à me mettre au service de l'intérêt général. Et je pense que la question de la lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est une question éminemment sociale. Et c'est une question avant tout de lutte contre les inégalités. Or, je pense que c'est ce creusement des inégalités, y compris dans notre pays, est un des facteurs explicatifs, pas le seul, mais un des facteurs explicatifs des scores du Front National, enfin, appeler le Rassemblement National. Donc, lutter pour de la justice sociale et contre les inégalités à travers la lutte contre le réchauffement climatique, à mon sens, c'est une façon aussi de lutter contre l'avancée de l'extrême droite. Donc c'est ce que je fais à mon petit niveau. D'accord, et merci beaucoup Audrey Pulvar. Merci à vous. Dans les prochains épisodes de Civis, on va recevoir des historiennes, des historiens, mais aussi des chercheurs et des politiques qui s'engagent tous au service du bien commun. Vous pouvez retrouver les épisodes qui sont déjà sortis sur les différentes plateformes de podcast, en plus d'être sur YouTube. Si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou intéressants pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter ou à l'adresse civispodcast@gmail.com.